à toutes et à tous et bienvenue dans le premier numéro d'une série de 3 émissions organisées à l'initiative du syndicat mixte du SCOT de l'agglomération bisontine et l'agence d'urbanisme de Besançon Centre Franche-Comté. Bienvenue à tous. Alors l'objectif de ces émissions conférences est de vous démontrer qu'un changement de modèle de développement n'est pas une option et qu'il est possible d'agir pour le bien collectif. Il est important également de vous montrer que les grands changements tels que le changement climatique ou numérique ont des incidences locales. Un autre objectif de taille sera de tenter de vous emmener vers une conviction collective et avancer main dans la main, quelles que soient les générations ou convictions politiques, et surtout de prendre conscience que tous les moyens mis en œuvre actuellement sont peut-être peu perceptibles à l'échelle d'un mandat électif, mais ils seront irréversibles. Donc grâce à cette initiative, le SM SCOT et l'ODAB espèrent répondre à toutes vos questions pour consolider donc la révision du SCOT de l'agglomération bisontine. Avec nous aujourd'hui, Jean-Paul Michaud, président du SM SCOT et maire de Thorez. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Également Didier Aubry, bienvenue à vous, maire de Mercey-le-Grand et délégué de la CCVM, donc communauté de communes du Val-Marnésien au SCOT. Bonjour à vous Didier, bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Très bien. Très bien. 3 sujets seront donc traités par des experts et nos élus lors de ces 3 émissions. De cette émission, les nouvelles formes urbaines, le développement des énergies renouvelables et aujourd'hui nous débuterons avec les incidences de la perte de la biodiversité du fait de l'étalement urbain sur notre qualité de vie. Alors, vous ne le savez peut-être pas, vous j'imagine que oui, mais le samedi 22 mai, donc voilà, le week-end dernier, a eu lieu la journée internationale de la biodiversité. Donc à cette occasion, nous avons même eu la chance d'avoir la visite de la secrétaire d'État Bérangère Abba sur notre territoire. Voilà, j'avais envie de le citer parce que voilà, c'est une bonne chose. Et cela tombait sous le sens pour nous aussi, donc pour ce premier cycle, de parler de la biodiversité. Donc aujourd'hui, la société ne cesse de se développer, les centres urbains deviennent la source principale de l'emploi salarié, vous le savez, ce qui encourage l'arrivée de nouveaux habitants et de fait à faciliter le développement des modes de vie périurbains. Même si les schémas d'urbanisme tentent d'orienter durablement l'occupation de l'espace dans les territoires, ce phénomène d'urbanisation amène à la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ce qui met une pression importante depuis ces 50 dernières années et mène à des conséquences bien sûr sur notre qualité de vie. Donc en résumé, l'urbanisation est en effet l'une des causes majeures de l'érosion de la biodiversité. Notre bien-être, le climat, la pollinisation et bien d'autres choses sont en jeu aujourd'hui. Donc de quelle manière l'érosion de la biodiversité peut-elle avoir une incidence sur notre cadre de vie et comment nos territoires peuvent-ils y remédier? Nous allons traiter cette interrogation dans cette émission grâce à nos experts. Donc celle-ci se divisera en 3 temps. Dans un premier temps, nous verrons en quoi la biodiversité est indispensable à notre qualité de vie. Ensuite, nous évoquerons les incidences directes de la perte de la biodiversité du fait de l'étalement urbain sur notre cadre de vie. Et enfin, nous terminerons avec cette question: quelles sont les alternatives qui nous permettent aujourd'hui de lutter contre l'érosion de la biodiversité? Donc voilà les intervenants et nos experts aujourd'hui sur le plateau. Je vous présente Alexandre Lobin. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors Alexandre Lobin est chargé de mission expertise et accompagnement à la Ligue de protection des oiseaux de Franche-Comté. Avec nous également Marc Bourgeois. Bonjour. Bonjour. Alors pour vous le présenter, Marc est géographe, mais il est également maître de conférences et chercheur pour le laboratoire EVS. En duplex, Anne-Caroline Prévost. Bonjour Anne-Caroline. Bonjour. Alors Anne-Caroline, qui est avec nous pour débuter cette réunion. Anne-Caroline n'est autre qu'une directrice de recherche au CNRS et chercheuse au CESCO, Centre d'écologie et des sciences de la conservation, donc du Muséum d'histoire naturelle. Merci d'être avec nous Anne-Caroline. Et d'ailleurs, on va débuter ensemble. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, dites-nous, en quoi la biodiversité est-elle indispensable à notre qualité de vie? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Plusieurs services écologiques existent, mais pour débuter, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est l'IPBES? Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, l'IPBES, c'est la plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques. Donc, c'est l'acronyme. C'est un organe qui a été monté par les Nations Unies et par une collectivité d'experts scientifiques de plus de 130 pays sur le même modèle que le GIEC pour le climat. Et donc, régulièrement, l'IPBES fait des rapports sur l'état de la biodiversité et des services écosystémiques.
Le dernier rapport a été publié en 2019 et mis à disposition des décideurs lors de la conférence de Paris en mai 2019, je crois. Donc l'IPBES relie l'état de la biodiversité à la qualité de vie des sociétés humaines dans un cadre un peu qu'ils appellent un cadre conceptuel qui relie directement ce qu'ils appellent la nature, donc ce qu'on pourra en rediscuter, à la qualité de vie des sociétés humaines par le biais de ce qu'ils appellent les contributions de la nature aux humains, qui ressemblent au service écosystémique qui avait été proposé par l'ONU en 2005. Très bien. Et alors pour vous, Anne-Caroline, comment définiriez-vous la nature? Alors justement, moi, en tant qu'écologue, j'aime bien parler de nature plus que de biodiversité, et donc en reprenant les mots de l'IPBES. Donc pour moi, la nature, c'est un ensemble d'êtres vivants qui sont en interaction permanente les uns avec les autres, qui sont dans des assemblages, donc des communautés très dynamiques, à la fois dans l'espace, très différents en fonction des lieux, et dans le temps, et qui sont imprévisibles, parce que c'est du vivant, justement, et qu'on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. C'est aussi un ensemble d'êtres vivants qui n'a pas besoin des humains pour exister, donc ni comme contrôle, ni comme prescripteur ou pour donner de la force à cet ensemble. Ce n'est pas notre ennemi, ce n'est pas notre ami, mais par contre, nous les humains, on est étroitement liés à ce vivant non humain, cette nature ou cette biodiversité. Et oui, effectivement, et la nature, on le sait et on le dit, elle joue un rôle important dans l'éducation de nos enfants. Est-ce que vous pourriez nous parler des services socioculturels? Alors, d'une façon générale, effectivement, la nature, elle est reliée à la qualité de vie des humains par ce qu'on appelle les contributions de la nature aux humains. Et en fait, ces contributions ou ces services, ils sont vraiment reliés, ils sont complètement construits entre les systèmes naturels et les systèmes humains. Donc là, vous voyez le schéma et le cadre qu'a proposé l'IPBES pour relier ça. C'est un peu, l'intérêt de cette image que j'ai voulu montrer, c'est de montrer qu'en fait, c'est pas complètement direct et univoque les liens qu'il y a entre nature et humain. Alors, je prends un exemple. Par exemple, dans les espaces publics, dans les villes ou pas dans les villes, les plantes spontanées, maintenant, elles poussent sur les trottoirs depuis l'arrêt de l'utilisation des produits phytosanitaires. Et pour certains, c'est vraiment un signe de liberté, de bonne santé de la ville, mais pour d'autres, c'est vraiment signe de saleté, de négligence politique. Et donc, finalement, la bonne qualité de vie des humains, ici reliée en termes esthétiques, ou une appréciation esthétique ou le sentiment de sécurité, cette qualité de vie, elle varie entre les individus, mais aussi peut-être entre les façons de penser de certains groupes sociaux qui sont proposés par les différents groupes sociaux. Donc tout ça pour dire que ce lien entre système naturel et système humain, il est vraiment il est très dynamique et il dépend à la fois de l'état de la nature, mais aussi de l'état de nos systèmes humains. D'accord, très bien. Et alors, l'absence de biodiversité, est-ce qu'elle joue un rôle important sur notre santé et notre bien-être? Est-ce qu'il y a une réelle différence entre l'habitat rural et l'habitat urbain? Alors, est-ce que l'absence de biodiversité joue sur notre santé et notre bien-être? Alors, oui, elle peut jouer sur notre état de santé et notre état de bien-être, notamment pour certaines personnes. Enfin, oui, elle peut jouer. Alors, pourquoi? On a montré que être dans la nature ou être au contact de la nature, ça peut avoir des effets très positifs sur la diminution de notre état de stress, sur l'augmentation de nos capacités d'attention, sur notre restauration psychique d'une façon générale. Donc, ça nous fait du bien, tout simplement. Après, il y a énormément d'effets aussi sur les enfants, sur le fait que les enfants qui jouent dehors apprennent énormément de choses, en fait. Et je pense que tout le monde se rappelle d'avoir vu un enfant jouer dehors et d'imaginer des choses dehors. Et donc, il monte en compétences, etc. Donc ça a beaucoup d'effets pour l'éducation au sens large des enfants. Et voilà. Et ça a aussi potentiellement beaucoup d'effets différents en fonction de chacun d'entre nous. Alors, pour répondre à votre question, est-ce que c'est différent entre les villes et les campagnes, donc l'habitat urbain ou l'habitat rural? Je dirais que ce serait un peu trop facile de dire qu'en gros, à la campagne, on est tout proche de la nature et donc on va mieux qu'en ville où on est très loin de la nature. Parce que justement, on est tellement différents, chacun et chacune d'entre nous, dans notre façon d'entrer en relation avec la nature, que je dirais qu'il y a autant de différences à l'intérieur des villes qu'à l'intérieur des milieux ruraux, enfin que dans le milieu rural en général, pour qu'on ne puisse pas faire une différence aussi stricte entre ville et campagne.
Effectivement, c'est bien de le préciser. Merci beaucoup Anne-Caroline, vous restez avec nous. Et Marc Bourgeois, donc pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, je le rappelle, vous êtes géographe, maître de conférences, chercheur pour le laboratoire EVS, mais aussi vous connaissez quand même plutôt bien la région, le territoire, pour y avoir fait vos études. Hein. Vous avez passé 10 ans ici et vous avez d'ailleurs passé votre thèse à Besançon, hein, au laboratoire Théma, c'est bien ça ? C'est ça. C'est bien ça. Alors, dites-nous, Marc, qu'est-ce que sont les continuités écologiques et quel est leur rôle et à quoi ça sert de les connecter ensemble? Alors, si vous voulez, les continuités écologiques servent aux espèces à se déplacer dans le territoire. C'est un petit peu comme vous avez besoin des routes pour rejoindre des villes, par exemple, vos lieux qu'on va appeler vos lieux d'habitat. Pour les espèces, c'est pareil. Elles ont des endroits où elles vivent, par exemple, ce qu'on va appeler des tâches d'habitat. Mettons la forêt, pour plusieurs espèces, ça peut être l'habitat forestier. Et il est important que ces habitats soient bien connectés entre eux. Alors pourquoi il est important de les connecter? Pour assurer le déplacement des espèces entre ces tâches d'habitat. Alors quand est-ce que ces espèces vont se déplacer entre leurs tâches d'habitat? Elles vont se déplacer à plusieurs moments de leur vie. Ça peut être au quotidien, par exemple, pour aller chasser, donc pour se nourrir ou pour se reproduire. Et ça peut être au moment de leur dispersion. Leur dispersion, c'est lorsque l'individu, hein, l'individu animal arrive à maturité et il va devoir se disperser, c'est-à-dire partir, pour être familier, loin de chez ses parents, afin d'éviter toute forme de consanguinité. Puisque si les espèces animales restent concentrées dans un même espace, alors il y a des risques de consanguinité. Et on sait très bien que dans le monde vivant, la consanguinité entraîne des maladies, des dégénérescences, des soucis qui peuvent à terme amener à l'extinction d'une espèce. D'abord sa réduction, puis son extinction. L'autre facteur pour lequel les espèces dispersent, c'est qu'il n'y a pas forcément assez de place pour tout le monde au même endroit. Imaginez si vous restez dans la maison avec vos parents, que vous faites des enfants, qui font des enfants aussi, au bout d'un moment, il n'y aura plus assez à manger pour tout le monde, il faut bien aller chercher des ressources ailleurs. Donc la dispersion des espèces est importante et cette dispersion est rendue possible uniquement si les espaces sont bien connectés. Donc si par exemple on peut se déplacer d'une forêt à une autre, en passant peut-être par des petits bosquets, donc ça va former ce qu'on appelle un réseau écologique, j'y reviendrai un petit peu par la suite. Hein. Ce réseau écologique va être l'infrastructure qui va permettre aux espèces de se déplacer. Alors il y a plusieurs types de réseaux écologiques, hein. Les réseaux de mares par exemple, les réseaux de rivières, les réseaux forestiers, les trames agricoles, tout ça va devoir être bien connecté pour éviter que les espèces ne soient limitées dans leur mouvement. Et les limitations, j'y reviendrai après, mais ça peut être par exemple une autoroute, de l'urbanisation, tout ce qui peut empêcher le déplacement de ces espèces. Et donc, à terme, ça ne va pas forcément se faire tout de suite. Hein, si on coupe les connectivités, on n'aura pas forcément une perte de biodiversité immédiate, mais à long terme, ça peut engendrer des conséquences graves sur les populations animales et plus largement sur le maintien de la biodiversité. Très bien, merci beaucoup Marc Bourgeois. Alexandre Lobin, je le rappelle, vous êtes chargé de mission expertise et accompagnement à la Ligue de protection des oiseaux de Franche-Comté. Pour vous, quel rôle joue la faune dans la biodiversité et quelle diversité et services de production ? Alors déjà, pour préciser un petit peu de quoi on parle hein, en Bourgogne-Franche-Comté, qu'est-ce que c'est la biodiversité? Alors, elle s'étend des gènes aux espèces. Et si on s'intéresse aux espèces, hein, on a plus de 3000 espèces hein, de plantes qui sont recensées en Bourgogne-Franche-Comté. Un autre chiffre, 88 espèces de mammifères. Donc on a une grande diversité, hein, on a à peu près 50% des espèces animales du territoire métropolitain qui sont présentes dans notre région. Et parmi ces espèces, on a des espèces dont l'aire de répartition est vraiment très limitée et pour lesquelles la Bourgogne-Franche-Comté a une grande responsabilité de conservation. Par exemple, le lynx boréal, hein, où le noyau de population va se situer dans le massif jurassien, ou encore le milan royal, hein, qui est lui un oiseau, et dont la Bourgogne-Franche-Comté abrite 15 à 20% des effectifs. Donc vraiment un territoire riche. Et cette biodiversité, elle
apportent au quotidien des services, on l'a déjà dit, et notamment au niveau des services de production, eh bien, on a la chance d'avoir un territoire qui est très diversifié en termes de production agricole, par exemple, avec de nombreuses appellations d'origine protégée, donc des sigles de qualité. Eh bien, ces AOP, et si je pense à la plus proche, l'AOP Comté, eh bien, elles sont liées à un terroir, elles sont liées à une diversité floristique qui permet de valoriser un produit, le comté, ou d'autres AOP du territoire. Et c'est bien la qualité du fourrage, la diversité floristique qui y contribue. Parmi cette diversité, il y a aussi des rôles qui vont être joués de régulation autour de ces prairies à comté. Le maintien des haies, le maintien des lisières et des boisements forestiers va participer à l'accueil des espèces comme le renard ou le milan royal, qui sont des espèces qui peuvent jouer des rôles de régulation sur les campagnols, qui peuvent porter des dégâts aux cultures. Oui, c'est technique, mais c'est important. Oui, c'est important. Et puis, sur cette régulation, ça va encore plus proche de l'homme, hein, puisqu'on a prouvé que bien, la présence de certains de ces auxiliaires, hein, le renard ou encore le blaireau, bien, avait un rôle sur la régulation d'éthique et donc de la maladie de Lyme. Donc, un rôle vraiment direct sur les individus humains. Très bien, merci beaucoup Alexandre Lobin. Jean-Paul, Michaud peut-être, ou Didier Aubry, vous vouliez intervenir? Merci. Je me pose la question de savoir à partir de quel moment l'humain a eu un impact important sur justement cette perte de biodiversité. Est-ce qu'il y a eu une étape, est-ce qu'il y a eu un moment décisif où les politiques qu'on a mis en œuvre ont agi? Est-ce qu'il y a un moment de départ? Un moment marquant. Un moment marquant. Ou est-ce que c'est quelque chose qui évolue dans le temps, s'amplifie? Est-ce qu'il y a des marqueurs? Alors peut-être qu'on peut, on fait partie de la nature, hein, et du coup on peut dire qu'il y a eu une réelle forme de cohabitation. Mais par contre, cette cohabitation, il y a eu un effet de déclenchement plutôt au niveau de l'ère industrielle, hein. Et c'est depuis cette ère industrielle, avec une intensification dans les dernières décennies, qu'on a eu le début du déclin de la biodiversité. Un déclin qui s'est accentué, on l'a vu notamment avec les suivis temporels sur les oiseaux communs qui sont portés par la LPO et le Muséum d'histoire naturelle, qui s'est accentué ces dernières années, depuis le début de ce suivi dans les années 90. Et sur une région comme la nôtre qui reste quand même très rurale, hein, une des régions les plus rurales en France, est-ce que la biodiversité, elle a subi des dégâts? Est-ce qu'ils sont importants? Est-ce que c'est mesurable ou est-ce que... Alors ouais, on vous donnerait 2-3 chiffres par la suite, mais on va rester sur les milieux agricoles. On a 40% des espèces des milieux agricoles, des effectifs des espèces des milieux agricoles qui ont disparu en 17 ans en Bourgogne-Franche-Comté. C'est un chiffre qui est similaire à ce qui se passe au niveau national. On est dans les mêmes tendances, ce qui illustre très bien que sur un territoire ayant un cadre de vie et du coup une biodiversité remarquable, les tendances sont assez similaires et ça vaut pour d'autres groupes d'espèces. Donc la menace, elle est aussi locale. Didier Aubry. On parle souvent de la biodiversité des espèces qu'on sait reconnaître, mais aussi également qu'une grosse majorité des espèces vivantes ne sont pas découvertes. C'est-à-dire que c'est des espèces qui, pour l'instant, on n'a pas encore réussi à répertorier. Moi, la question, c'est la suivante. Est-ce qu'on sait à peu près l'importance, justement, de ces espèces qui, aujourd'hui, ne sont pas connues par rapport à celles qui sont connues? Alors là, qui pourrait répondre à cette question? Alexandre, je vais me tenter. Mais à la LPO, on travaille sur les oiseaux, les amphibiens, les reptiles et les mammifères. Donc, globalement, on est sur des espèces qui sont connues, bien étudiées, bien suivies. Mais même au sein d'espèces connues, par exemple les vers de terre, par exemple les insectes qui sont bien suivis en région par le Conservatoire botanique national de Franche-Comté, ce qu'il faut savoir après, c'est quel est leur rôle dans l'écosystème et quel est l'impact de leur disparition ou de leur régression.
Et clairement, ça, on commence tout juste à le documenter. Quand je vous parlais des oiseaux, les oiseaux, c'est le groupe qui est le mieux renseigné, qui est le mieux étudié en France et depuis longtemps. Eh bien, le suivi temporel des oiseaux communs, le stock, qui est pourtant un des grands indicateurs de référence, eh bien, il a été créé à la fin des années 80. Donc, en fait, en termes d'évolution des espèces et de tendance, eh bien, c'est tout neuf. Donc, on a plein de méconnaissances et sur le peu qu'on sait, tous les voyants sont au rouge. Et par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure également à propos du marqueur, il y a aussi un marqueur, effectivement, l'ère industrielle, où on a vu les villes se développer largement puisque l'emploi était dans les villes, et donc avec un phénomène plutôt d'exode rural. Et dans les années 70, en France et en Europe, on a eu un phénomène de périurbanisation. Vous connaissez bien ça à Besançon, des communes comme École-Valentin, Miserey-Salines, c'est des communes qui étaient extrêmement rurales avant et qui maintenant font partie prenante de l'agglomération bisontine et qui sont, pour ainsi dire, très urbanisées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espace de nature, mais c'est des communes qui sont très urbanisées. Et c'est ce rapprochement des humains avec les espaces naturels, ce qu'ils sont venus chercher, bien évidemment, c'est ce rapprochement de la nature qui, paradoxalement, a aussi causé plusieurs dégâts, notamment en termes d'urbanisation nette, de consommation d'espace, et en termes surtout de transport, en fait, la motorisation des ménages qui s'est accentuée, a causé un certain nombre important d'impacts sur la biodiversité. Et si les politiques de conservation au préalable se concentrait sur des grandes réserves naturelles, des choses qui étaient belles esthétiquement. On protégeait le beau, on protégeait des grandes réserves naturelles. Aux États-Unis, le parc du Yellowstone, des choses comme ça. Et ben maintenant, les politiques ont commencé à prendre conscience à partir des années 80, et c'est plus le cas maintenant, qu'il fallait faire avec la nature. On n'était pas comme l'homme était contre la nature, enfin la nature d'un côté protégée, mise sous cloche, et l'homme de l'autre. Maintenant, on a bien compris qu'il fallait articuler tout ça ensemble. Trouver un juste milieu et vivre ensemble. Voilà, le vivre ensemble, on n'est pas là pour dire que c'est la nature contre l'humain, l'humain contre la nature. Les deux ne sont pas antinomiques, mais il faut essayer... On a besoin l'un de l'autre. Voilà, on a besoin l'un de l'autre et il faut essayer de faire au mieux pour favoriser cette cohabitation qui est de plus en plus présente puisque l'urbanisation se développe partout dans les zones naturelles. Exactement. Didier Aubry, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, moi j'ai une question pour Madame Prévost. C'est concernant la qualité de vie et la nature. On est dans une période effectivement de gros stress avec la Covid. Et moi je me suis aperçu que justement les habitants de notre village se sont rapprochés énormément justement de la nature, dans le sens où il y avait certes un nombre de kilomètres qui était relativement limité pour aller se détendre à une certaine période, mais j'ai eu le sentiment que vraiment les gens redécouvraient un petit peu la forêt, les sentiers, les bois. Et est-ce que vous également, en fait, alors c'est peut-être sur mon secteur, mais j'imagine qu'au niveau national, la Covid a pu être un petit peu limité, l'impact du Covid, justement grâce à la nature. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci de cette question. Je ne suis pas au courant, je ne suis pas sûre qu'il y ait des études au niveau national qui soient faites là-dessus, mais il y a beaucoup d'anecdotes, un peu comme ce que vous venez de dire, qui vont dans le même sens. Donc tant mieux si la proximité à la nature a pu permettre à la fois de permettre à certaines personnes de vivre les périodes de confinement mieux que si elles ne l'avaient pas eu, et puis aussi potentiellement de donner envie de continuer à aller dans la nature. Après, faisons attention au fait que ce sont quelque part des privilégiés dans ce sens-là, les personnes qui ont eu accès à la nature, notamment dans le premier confinement avec les limitations de temps et d'espace, et que tous les habitants et les habitantes des grandes villes, quand les parcs urbains étaient fermés, n'avaient pas du tout cette chance-là. Donc c'est aussi dans l'autre sens un renversement à faire au niveau des politiques publiques et des décideurs, de remettre la nature à disposition, même dans des espaces aussi contraints que les villes et les grandes agglomérations. Voilà. C'était la question que je voulais vous poser également. Est-ce que la biodiversité existe encore en ville et quelle est sa place et comment on peut la restaurer et mettre finalement la nature à disposition de nos habitants ? Parce qu'on est étroitement liés, c'est ce qui a été dit. Et moi, qui suis quelqu'un qui suis né en ville, qui a habité dans une grande ville pendant 20 ans, et qui est par contre aussi une histoire rurale à travers mes grands-parents,
ça m'a permis de voir la différence. Et en habitant donc dans un milieu très urbain, dans un quartier HLM, hein, donc il y avait un manque pour moi de cette proximité de la nature. Et j'imagine aujourd'hui que ça s'est amplifié. Je suis d'accord avec vous. Je pense que là, pour le coup, c'est très important dans les grandes villes de mettre, de mon point de vue en tout cas, de donner des possibilités à tous les habitants qui ont envie d'accéder à la nature de le faire. Et pour ça, oui, il y a de la nature en ville. C'est pas la biodiversité remarquable que tout le monde connaît dans les films, mais il y a de la nature en ville. Elle est à plus petite échelle. Elle peut se retrouver dans des espaces de vie très, très proches des habitations, pour peu qu'on la laisse s'installer, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les quartiers et dans toutes les villes, pour des raisons qui sont, que je ne remettrai pas en cause, hein, qui sont des raisons souvent autour de la sécurité, autour de l'esthétisme, autour de la saleté, autour de notions ou de normes, en tout cas, qui prévalaient et qui prévalent encore maintenant dans ce qu'on imagine comme étant une ville de bonne qualité. Et c'est peut-être ça aussi qui fait partie des changements transformatifs qui sont demandés, qui sont aussi des changements de paradigme ou de vision du monde, de façon de voir à la fois nos aménagements, notre place dans le monde plus général, de voir quelle est notre propre définition du sale, du beau, du sécure. Voilà, je pourrais donner des exemples, mais je pense que je n'ai pas beaucoup de temps. Si à la fin, on pourra redonner quelques Oui, justement, en troisième partie de cette émission, on ira justement à la recherche de ces solutions. Je vous rappelle d'ailleurs, voilà, toutes les personnes qui regardaient cette émission, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez un chat qui est à votre disposition et vous pourrez poser les questions à nos intervenants avec plaisir. On y reviendra à la fin de cette émission, donc n'hésitez pas à le faire tout de suite. Vous vouliez peut-être faire une petite phrase de conclusion de cette première partie, Marc? Une petite conclusion sur cette question de la biodiversité urbaine, parce qu'on est justement en train de mener un gros programme de recherche avec mes collègues à Lyon qui s'appelle le programme collectif de biodiversité, où justement on cherche à identifier la biodiversité qu'il y a dans les espaces verts des copropriétés. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait les gens méconnaissaient la biodiversité qu'ils pouvaient avoir en bas de chez eux. Alors il y a des choses qui se voient, hein, les écureuils, les hérissons, des choses comme ça, et des choses qui se voient beaucoup moins, toute la faune du sol, tous les insectes pollinisateurs, et on essaie justement, dans le cadre d'une thèse de doctorat notamment, de relever toutes les espèces qu'il peut y avoir de cette biodiversité qu'il y a dans ces espaces verts collectifs et qui sont finalement très importants à l'échelle de la métropole. Et ce programme qui s'appelle justement Collectif est un programme de sciences participatives où on intègre les habitants qui viennent eux-mêmes nous aider à faire des prélèvements par le biais d'animations notamment. On leur explique et on se rend compte que les gens sont très volontaires. Il y a beaucoup de gens qui sont assez motivés pour justement connaître ce qu'il y a en bas de chez eux, dans le parc qui est juste en bas de chez eux, le carré d'herbe qui est en bas de chez eux, est pas forcément inintéressant au niveau de la biodiversité, même si on n'y voit pas un lynx ou des espèces remarquables comme ça. Effectivement. Merci beaucoup. On enchaîne tout de suite avec la deuxième partie de notre émission. Et n'oubliez pas, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant sur le chat. Une nouvelle question pour cette deuxième partie d'émission. Quelles sont les incidences directes de la perte de la biodiversité du fait de l'étalement urbain sur notre cadre de vie? Donc c'est le moment de retrouver à nouveau Anne-Caroline Prévost. Anne-Caroline, quelles sont les incidences justement donc, de l'absence de la biodiversité sur notre santé physique ou psychologique? Dites-nous. Alors, voilà. Avec le micro, c'est mieux. Pardon. Oui, toujours la diminution de la biodiversité sur notre qualité de vie, il peut y avoir un impact de la diminution de la biodiversité sur notre qualité de vie pour plein de raisons différentes. Donc d'abord, on peut avoir une diversité moins grande de nourriture. Donc on a parlé de la pollinisation tout à l'heure. On ne va pas mourir de faim s'il n'y a plus de nature, mais par contre, on risque de manger vraiment que des pommes de terre. On va moins bénéficier de ces qualités dépolluantes, de tous les services de régulation dont on a parlé tout à l'heure. On a aussi le problème des limitations d'érosion des sols, de purification des eaux, etc.
Pour certains d'entre nous, comme on l'a vu tout à l'heure, on profitera moins de ces capacités de restauration psychique ou physique. Et dans certains pays du Nord, il y a des sorties en nature qui sont prescrites par des médecins pour traiter certains problèmes de santé, à la fois physiques ou psychiques. Mais aussi, la diminution de la biodiversité, pour moi, et je pense que c'est important, enfin, j'ai envie de dire ça aussi, ça peut nous affecter dans notre propre sentiment d'être humain. Et j'aime beaucoup citer Romain Gary parce qu'en 1968, donc il y a vraiment très longtemps, il avait écrit une lettre à Monsieur l'éléphant d'Afrique. Donc il parlait à l'éléphant et il disait, je cite, « Demeurer humain semble parfois une tâche presque accablante. Il n'est pas douteux qu'au nom d'un rationalisme absolu, il faudrait vous détruire afin de nous permettre d'occuper toute la place sur cette planète surpeuplée. Il n'est pas non plus douteux que votre disparition signifiera le commencement d'un monde entièrement fait pour l'homme. Mais laissez-moi vous dire ceci, mon vieil ami, donc l'éléphant. Dans un monde entièrement fait pour l'homme, il se pourrait bien qu'il n'y ait pas non plus place pour l'homme. Tout ce qui restera de nous, ce seront des robots. » Et en fait, j'aime vraiment beaucoup cette citation, parce que souvent on n'en parle pas, on parle de la biodiversité pour nous, pour notre service, pour tout ce qu'on peut en tirer. Mais le fait même qu'on puisse être conscient que nous, espèces humaines, société occidentale compris, nous sommes actuellement les responsables principaux de la diminution de la perte de la biodiversité, c'est-à-dire de la disparition de certaines espèces animales et végétales. C'est un problème pour moi, pour notre propre sentiment d'humanité. Donc on peut planifier la présence de nature dans nos espaces de vie pour les bienfaits qu'elle nous apporte, et il faut le faire, évidemment, il faut le faire. Mais en faisant ça, on reste dans nos modes de fonctionnement actuels, donc en termes de coût-bénéfice, en termes de planification, de contrôle, etc., de plus de choses possibles. Et donc, ce qui était écrit dans la diapo qui est passée là et qu'on va remettre, voilà, c'est que les experts de l'IPBES, dont j'ai parlé tout à l'heure, ils l'ont clamé dans leur rapport de 2019. Et donc, le troisième message du résumé pour décideurs, après les 2 messages sur la perte de la biodiversité, c'est qu'on ne pourra pas, nous, sociétés humaines, atteindre les objectifs de développement durable qu'on a pourtant votés aux Nations Unies pour 2030 ou pour 2050, sans un changement transformatif profond de nos modes de vie, de nos modèles économiques, sociaux, politiques, technologiques. Et ça inclut des transformations individuelles et collectives de nos modes de pensée, de nos valeurs, de nos relations à la nature, de nos relations aux autres. Les experts de l'IPBES, ils expliquent bien que ça va être compliqué, les changements transformatifs. Et je cite, ils disent « ça ne peut que se heurter à l'opposition de ceux qui ont intérêt à maintenir le statu quo ». Donc c'est quand même très très fort que des experts internationaux écrivent ça et le fassent signer. Et donc, à mon avis, plutôt que de répondre à des questions, enfin plutôt que de ne répondre uniquement que à des questions qui concernent des impacts, des effets, des relations causales, toute autre logique de contrôle de la biodiversité pour nous, on pourrait aussi être plus ambitieux et inventer des nouveaux rapports à la nature et au monde, et pour construire ensemble, donc avec tous là, tous les petits bonhommes et bonnes femmes qui sont sur le dessin, des changements de transformation. Et on ne sait pas où ça va aller, mais je pense que c'est indispensable de le faire. Et avant de laisser la parole, je donne juste une petite précision sur l'urbanisation et l'agriculture. Le premier message de l'IPBES, donc ces fameux experts toujours, a dit que la première cause de disparition de la biodiversité de la nature actuellement, c'est la transformation du mode d'occupation des sols, agriculture et urbanisation. Donc, ce n'est pas que l'urbanisation, il y a aussi les modes d'agriculture, certains modes d'agriculture, qui sont cause de transformation des usages des sols et qui sont première cause de perte de biodiversité avec l'urbanisation. Voilà. Merci Anne-Caroline. Effectivement, on a besoin d'une vraie prise de conscience. Marc Bourgeois, de votre côté, pouvez-vous nous dire de quelle manière le processus d'étalement urbain impacte-t-il les réseaux écologiques et quels sont les risques du morcellement des espaces de biodiversité ? Alors justement, je vous parlais tout à l'heure de ces continuités écologiques qui constituent donc les réseaux écologiques. Donc je vous ai préparé des petits schémas parce que quand on est géographe, on aime bien spatialiser, montrer sur des cartes, sur des petits schémas. Et donc j'ai essayé de faire ça simple, mais sans trop rentrer dans les détails. Vous avez un état initial où je considère des tâches d'habitat que sont les tâches vertes. Alors, c'est de la forêt, mais ça pourrait être de l'eau, de l'agricole, il n'y a pas de problème. Et donc vous voyez qu'il y a des connexions qui sont possibles entre ces tâches, qui sont représentées par des flèches. Vous avez les tâches de gauche qui rejoignent les tâches de droite via des petits bosquets qui sont situés au milieu d'une zone urbanisée fictive. On se rend compte que si jamais on augmente cette zone urbanisée, dans le deuxième schéma, donc, on coupe un certain nombre de connexions. Donc, c'est ce qu'on appelle une fragmentation par perte d'habitat.
On peut également avoir un phénomène d'ablation de tâches d'habitat dans le cas où on rase le bosquet pour construire quelque chose, par exemple. On peut aussi avoir un effet dit de barrière, en fait, c'est-à-dire que si les individus arrivaient à s'infiltrer entre les bâtiments en passant par les jardins, etc., dans un premier temps, mais que dans un deuxième temps, on a une politique de densification de la ville, eh ben, on se rend compte qu'on peut avoir un effet de coupure. Cet effet de coupure est évidemment encore plus marqué quand on a une grosse infrastructure de transport grillagée ou avec fort trafic, comme par exemple une autoroute ou une ligne à grande vitesse. Donc les coupures peuvent être provoquées par l'urbanisation directement et également par la construction d'infrastructures de transport. Donc ces coupures peuvent avoir pour conséquence d'isoler certaines tâches d'habitat et donc de faire disparaître un certain nombre d'individus parce que la ressource est trop petite ou alors qu'il y a trop d'individus pour une même zone. Moi, je trouve ça important de le montrer sur des cartes, justement, pour une vraie prise de conscience. Je trouve ça plus simple à comprendre. Donc, merci beaucoup, Marc Bourgeois. Alexandre Lobin, en conclusion de cette deuxième partie, on va parler un petit peu de notre territoire. Quel est l'état de la biodiversité en Bourgogne-Franche-Comté ? Est-ce que la faune se porte bien chez nous ? Est-ce qu'on peut dire ça ? Et si ce n'est pas le cas, vous nous expliquerez bien sûr quelles en sont les causes. Alors, du coup, on a déjà eu un élément de réponse tout à l'heure avec les oiseaux. Et puis, maintenant, on peut regarder avec ce partage, cette présentation, comment se portent les amphibiens et les reptiles de la région grâce à cette liste rouge des amphibiens et des reptiles qui est parue l'année dernière. Et on voit que le déclin, il est marqué chez ces deux groupes, avec 32% des espèces menacées pour les amphibiens et 25% pour les espèces de reptiles. Alors, les tendances, les courbes, j'espère que ça parle, c'est fait pour être visuel. On s'appuie aussi beaucoup sur des espèces un petit peu phares, un petit peu emblématiques, pour essayer de faire passer des messages, parce que quand on sait qu'on a 220 espèces d'oiseaux nicheuses en région, une fois qu'on a passé le moineau et l'hirondelle, des fois c'est compliqué de dire que la diversité c'est plus que ça. Donc il faut aussi, en plus de l'illustration de ces tendances-là, travailler, et là c'est aussi le devoir des politiques, travailler aussi à un rapprochement en fait, de l'homme et de la nature, à ce que la nature soit présente dans les écoles pour que demain on sache mieux dire avec qui on vit, dans quel contexte on vit, et puis qu'on puisse étendre aussi un peu nos portes-étendards, on va dire, de la biodiversité. Aujourd'hui, on s'appuie par exemple sur l'hirondelle pour dire que l'hirondelle dans les villages est moins présente et tout le monde s'en rend compte, quelle que soit la génération. Cela étant, nos tendances, elles parlent d'effectifs. Et des fois, on a peur parce que tant qu'il y aura une hirondelle, on dira toujours « les hirondelles sont là ». Mais en fait, année après année, les effectifs sont en chute libre pour les hirondelles. Et voilà, c'est une espèce parmi tant d'autres et parmi plein d'autres qui sont beaucoup plus exigeantes. Et donc, c'est vraiment la dégradation des milieux. Pour les hirondelles, par exemple, la dégradation des milieux agricoles, des zones de chasse, des zones d'alimentation, elle est insectivore, qui vont être moins diversifiées, donc moins riches en ressources alimentaires. Et puis également l'urbanisation et la densification urbaine, puisque la rénovation du bâti ancien notamment, a des impacts sur ces espèces qui nichent très proches de l'homme, et aussi la densification urbaine, puisque un oiseau, comme Marc le disait, il a un domaine vital, il a un territoire, et il ne peut pas aller plus loin que ce que ses capacités physiques lui permettent. Oui, ça paraît logique. Voilà, exactement. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des réductions qui sont très fortes sur le territoire. Ouais. Est-ce que vous voulez intervenir sur ce sujet, Jean-Paul Michaud ou Didier Aubry ? Est-ce qu'au niveau des oiseaux, également, on a la même chose, la même tendance au niveau des rapaces ? Parce que moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je vois plus de rapaces que, par exemple, il y a 10 ans. Alors, est-ce que c'est une illusion d'optique de ma part ? Est-ce que c'est lié peut-être à mon territoire ? Ou est-ce que, finalement, c'est la réalité ? Est-ce que les petits oiseaux, en fait, il y en aurait moins et les rapaces, peut-être, domineraient davantage ? Alors en fait, ce que nous disent ces graphiques, c'est que quand une espèce est spécialiste d'un milieu particulier, le bocage, la forêt, ces espèces spécialistes, elles sont en déclin.
Et seules les espèces dites généralistes, et notamment dont fait partie la buse variable, eh bien, sont stables. Donc chez les rapaces, ça va être la même chose, c'est-à-dire qu'on a une forme de stabilité pour les espèces généralistes et on a vraiment un déclin qui est marqué pour les espèces généralistes. Et du coup, ça m'amène vraiment à cette notion de paysage, et peut-être du coup de géographe, Marc confirmera, mais ce qu'on voyait auparavant, il n'y a encore pas longtemps, quand on regarde des photos aériennes des années 1950, c'est qu'on pouvait lire la diversité d'un paysage au sein d'un petit village. Au sein d'un petit village, on avait un verger, on avait des vignes, on avait du bocage, on avait du bâti ancien. Aujourd'hui, pour aller chercher cette diversité, il faut aller dans une région, il faut presque prendre sa voiture pour aller voir le vignoble jurassien. Et à partir de là, les oiseaux, n'ayant pas de voiture, ou alors justement étant bloqués par les voitures, eh bien, sont en déclin. Très bien. Alors, je le rappelle encore une fois, parce que c'est vrai que ce sont des sujets qui vous intéressent beaucoup. N'hésitez pas à poser vos questions. Tout au long de l'émission, vous avez la possibilité sur le chat de poser vos questions à nos intervenants, à nos élus. Et nous y reviendrons à la fin de cette émission, bien sûr, avec plaisir. Il est temps de passer à la troisième partie. Ça va. Alors oui, Jean-Paul Michaud, voilà, je l'ai coupé dans son élan. C'est pas grave. Voilà, il voulait revenir peut-être. Oui, voilà, c'était une question par rapport à ce qui avait été dit. Alors, je ne sais plus qui en a parlé, mais ils vont retrouver. Par rapport aux méthodes culturales aussi, qui avaient évolué, qui avaient changé, et qui avaient eu un fort impact aussi sur la biodiversité. Moi, je pensais à l'utilisation des pesticides, par exemple, des choses comme ça. Donc, on sait qu'il y a eu un moment où on a utilisé beaucoup de pesticides. Là, aujourd'hui, on est peut-être un petit peu en retrait. Est-ce que ça se mesure? Est-ce que ces mesures-là, ces efforts qui sont faits actuellement à travers certaines interdictions, elles permettent quand même... Est-ce qu'on voit une évolution positive ou est-ce déjà un peu trop tard? On a des zones tests. Alors là, je vais peut-être sortir un petit peu de Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, pour aller à Chizé, le CNRS de Chizé, qui étudie depuis plusieurs décennies des zones avec la mise en place de mesures agro-environnementales. Et sur ces secteurs-là, les tendances de déclin observées ailleurs ne sont pas documentées. Au contraire, elles participent vraiment au maintien d'une diversité écologique. Donc aujourd'hui, effectivement, on a vraiment le monde agricole, le monde urbain, et c'est l'occasion de cette réunion qui bouge avec la plantation de haies, avec les changements de pratiques, notamment le développement de l'agriculture biologique. Et on a de l'espoir, effectivement, qu'il y ait une forme de résilience qui permette à la biodiversité et la richesse du territoire de se maintenir et de recoloniser ces territoires. Très bien. Voilà, il a eu la réponse à sa question et vous aussi d'ailleurs. Donc pour enchaîner sur la troisième partie, on parle évidemment de l'érosion de la biodiversité, mais nous nous posons une question essentielle, c'est quelles sont les alternatives qui nous permettent aujourd'hui de lutter contre l'érosion de la biodiversité? Et donc c'était à Anne-Caroline Prévost. Voilà, c'est vers Anne-Caroline Prévost que je vais me tourner, qui est toujours en duplex. Anne-Caroline avec nous. Avez-vous des exemples, Anne-Caroline, d'initiatives ou d'actions menées sur la biodiversité? Y a-t-il des outils ou concepts en faveur de la préservation de la biodiversité? Est-ce que vous pouvez nous parler de Viginature? Alors oui, je peux vous parler de Viginature. Viginature, c'est un programme de sciences participatives qui est sous la responsabilité scientifique du Muséum d'histoire naturelle à Paris, mais en partenariat avec énormément d'associations, dont la LPO, ou des collectivités locales. Donc, c'est un programme qui regroupe une quinzaine d'observatoires qu'on appelle citoyens de biodiversité, donc à la fois sur les plantes communes, sur les insectes pollinisateurs, sur les oiseaux, par exemple dans le stock dont Alexandre a parlé tout à l'heure, sur les hérissons, sur les bourdons, sur les lichens, les papillons, les chauves-souris et j'en passe. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et ces programmes, en fait, ils cherchent à collecter des données de suivi de ces groupes d'espèces pour documenter les changements dans les effectifs ou les distributions, c'est-à-dire où ces espèces et où ces individus sont sur le territoire, et en fonction des différents usages du sol ou activités humaines. Et donc, c'est effectivement grâce à ces observatoires qu'on connaît, qu'on a réussi à montrer ces courbes que Alexandre a montrées sur les oiseaux et la diminution des effectifs d'oiseaux spécialistes.
Donc la participation à ces observatoires, elle est ouverte à tout le monde, elle est volontaire, elle est gratuite. Et on a montré en interrogeant les participants, quel que soit leur niveau, que non seulement ils apportaient des données à la science, mais que pour certains et certaines, ces participations leur ouvraient des voies de transformation. Donc parce qu'ils ont appris pas mal de choses sur la biodiversité et la nature ou les espèces qu'ils ont décidé de suivre, mais aussi certains, donc ils apprennent des choses, ils deviennent attentifs à ce qui vit autour d'eux, donc à la biodiversité dite ordinaire ou commune autour d'eux, et certains font évoluer leurs pratiques, notamment leurs pratiques de jardinage. Alors, bien sûr, là encore, il n'y a rien d'automatique. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont apprendre plus de choses, d'autres non, etc. Mais c'est autant de ce que j'appelle des fenêtres ou des opportunités vers des changements transformatifs, d'abord au niveau individuel, mais pourquoi pas après au niveau des groupes sociaux et des politiques publiques. Locales. Parce qu'effectivement, la transformation au sens de l'IPBES, ce n'est pas des petits arrangements à la marge. Il ne s'agit pas de conserver, il faut vraiment changer, quoi. Donc, les viginatures et sciences participatives, c'est vraiment une bonne opportunité pour certains et pour ceux et celles qui sont intéressés par une approche un peu cognitive ou scientifique de la nature. Mais il y a beaucoup d'autres choses à faire, et notamment au niveau collectif et au niveau de la gouvernance locale. Donc, par exemple, des pistes pour des nouvelles gouvernances. D'abord, la première piste, c'est de désectoriser les enjeux, parce que comme on commence à le voir, tout est interdépendant. La deuxième piste, c'est se baser sur des connaissances, mais pas uniquement celles qui sont légitimes par la science, mais vraiment celles qui sont vraiment importantes et légitimes sur le territoire donné. Donc, ce n'est pas forcément les connaissances expertes. Ça peut être aussi beaucoup les connaissances des usagers, des habitants qui connaissent leur territoire et qui ont plein de savoir sur la nature et les usages qu'ils et elles en font. Et cette gouvernance, la troisième idée, c'est qu'elle doit être adaptative, c'est-à-dire qu'elle est basée sur des essais et des erreurs. On essaye des choses, on évalue les effets, on voit si ça ne marche pas, on change, etc. Et puis, ça doit inclure toutes les personnes concernées, y compris avec leurs intérêts et leurs valeurs, et en mettant explicitement, de notre point de vue, en avant les questions de justice sociale, parce que tout n'est pas bon pour tout le monde de la même façon. Tout le monde n'a pas les mêmes possibilités d'avoir accès à tout. Et puis surtout, beaucoup de travaux scientifiques et opérationnels sur ces questions-là ont montré que quand on propose à des gens ou à des personnes qui sont en minorité de participer à la gouvernance dès le début et à la construction de choses dès le début, alors on peut un peu mieux prendre en compte leurs intérêts. Ça ne veut pas dire que ça va marcher à chaque fois, mais si on ne le fait pas, c'est sûr qu'on ne prendra pas en compte leurs intérêts. Voilà. Et est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner d'initiatives ou d'actions menées réellement? Alors, en termes d'exemples qui auraient été étudiés et dont je connaîtrais un petit peu des résultats là-dessus, alors il y a les exemples les plus parlants, notamment dans les milieux urbains, sont des exemples autour des jardins partagés, où à la fois, ce sont à la fois des espaces pour que chacun des jardiniers puisse avoir accès à des expériences de nature et qui peuvent potentiellement se transformer en exemple d'encapacitation, enfin d'entrée en citoyenneté, on va dire, des usagers. Mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Oui, j'imagine. Et justement, à l'échelle locale, je posais la question à Alexandre Lobin. Quels sont les grands outils en faveur de la biodiversité ici sur le territoire ? Alors, à l'échelle de la région, il y a la stratégie régionale de la biodiversité. C'est une stratégie qui est déclinée jusqu'à 2030 et qui a effectivement cette volonté de mobiliser tous les acteurs, donc les gestionnaires de milieux naturels, les entreprises, les collectivités, les associations, les structures naturalistes sur le territoire et d'intégrer dans toutes les politiques publiques la prise en compte de la biodiversité. Et dans ce cadre-là, sur le territoire du SCOT, on a vraiment toutes les formes, tous les outils pour travailler, notamment la labellisation de plusieurs sites départementaux en espaces naturels sensibles, qui sont des sites qu'on va appeler un petit peu de réservoirs, des cœurs de biodiversité, mais qui ont aussi pour vocation d'être ouverts au public. Donc ils sont aménagés, ils font l'objet de parcours d'interprétation et accueillent chaque année de nombreuses classes. Donc on en a un par exemple à Panier ou alors celui de Geneuil pour la vallée de l'Oignon.
On a aussi des démarches qui sont menées sur le territoire à l'initiative, par exemple, de bailleurs sociaux et d'élus. Voilà, pour citer un exemple, le refuge LPO de Pelouzet, qui est à l'origine en fait, de Grand Besançon Habitat et de la municipalité de Pelouzet, et qui a été co-construit avec les élèves de l'école de Pelouzet. Donc, que ce soit voilà, sur des cœurs de nature ou sur des natures, mais même si ce terme aujourd'hui n'existe plus vraiment, de nature plus ordinaire, il y a vraiment des dynamiques qui se font aussi sur le territoire et qui vont dans le sens de la préservation de la biodiversité et de son intégration dans les politiques publiques. Très bien, merci beaucoup Alexandre. Marc, c'est à vous, une question importante. Comment identifiez-vous des réseaux biologiques et comment améliorer le fonctionnement des corridors biologiques et les pérenniser surtout? Donc effectivement, je vous ai parlé depuis tout à l'heure de ces fameux réseaux écologiques, et c'est bien beau d'en parler, mais le problème c'est que les réseaux écologiques, on ne les voit pas. Quand vous vous déplacez dans le territoire, vous ne voyez pas le réseau écologique, vous ne savez pas que vous êtes sur le réseau de déplacement de telle espèce. C'est pas comme vous voyez l'autoroute, vous savez très bien que vous êtes sur un réseau de déplacement humain à grande capacité, mais vous ne connaissez pas forcément les infrastructures utilisées par les animaux, parce qu'on peut parler d'infrastructures vertes, d'infrastructures bleues. Donc pour cela, c'est là qu'on s'inscrit dans le champ de l'écologie du paysage, qui est le croisement, si vous voulez, de la géographie et de l'écologie, qui permet en fait de regarder ce qui se passe vu du ciel. Donc on imagine une photographie aérienne vue du ciel, et à partir de là, on va essayer d'identifier ce qu'on va appeler les habitats potentiels de certaines espèces. Donc il faut avoir quelques connaissances sur les espèces qu'on a grâce à des experts naturalistes. Par exemple, on sait qu'une espèce a besoin d'un hectare de domaine vital, de forêt, pour pouvoir être présente. Donc sur la carte, on va identifier les zones qui font 1 hectare. Et à partir de là, on va pouvoir utiliser des outils. Donc nous, on utilise un logiciel qui s'appelle Graphab, qui a été développé par mes collègues de Besançon, qui permet d'aider à identifier ces réseaux écologiques. Donc on va pouvoir identifier ce qu'on appelle des chemins de moindre coût entre ces tâches d'habitat. Donc le chemin de moindre coût, c'est un déplacement théorique d'une espèce qui fait que une espèce va se déplacer par exemple facilement dans la prairie, mais très difficilement dans l'urbain, et ne va pas du tout pouvoir traverser l'eau. Donc ça va nous donner des chemins qui vont être plus ou moins tortueux entre ces tâches d'habitat, et moins le chemin est tortueux et plus il est court, plus les tâches sont connectées. Plus ils sont tortueux et allongés, plus ça va être difficile. Et donc, on peut représenter ça, là je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça devient technique, mais on peut représenter ça sous forme de graphes. Vous voyez ces petites représentations qui sont à droite, où on a des gros nœuds et des liens. En gros, les nœuds, c'est les habitats, et les liens, c'est les déplacements potentiels des espèces. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'en fait, on n'a pas du tout les mêmes ni habitats, ni déplacements pour chacun des individus. Imaginez le déplacement d'un lézard par rapport à celui d'un renard ou par rapport à celui d'un lynx. Ça n'a rien à voir. D'un chevreuil, ils n'ont pas du tout les mêmes capacités de déplacement. Pour certains, ça va être quelques centaines de mètres, même pas. Pour d'autres, ça va être plusieurs dizaines de kilomètres. Donc d'autres vont pouvoir contourner sans trop de problèmes des zones urbaines, par exemple. D'autres vont être beaucoup plus sensibles. Donc l'idée, c'est d'essayer de représenter cette multitude de réseaux écologiques et d'essayer de combiner tout ça pour que ce soit parlant ensuite pour les aménageurs. Je reviendrai un petit peu dans la partie suivante sur comment on fait vraiment pour essayer d'intégrer ça dans des documents d'urbanisme et de planification. D'accord. Et justement, on se pose la question aussi à l'échelle de notre territoire. Est-ce qu'il y a, Alexandre, des initiatives ou des aménagements qui ont été mis en place? Est-ce qu'il y a eu des actions ou des études qui ont été menées autour de ça? Oui, effectivement, il y a des aménagements qui ont été mis en place, par exemple des passages pour les amphibiens sur certains tronçons, qu'ils soient permanents avec la création de tunnels sous la route, ou alors temporaires et animés par des réseaux de bénévoles pour permettre ce déplacement. Et là, cette espèce, les amphibiens, les salamandres, les crapauds, illustrent très bien la notion de barrière, la route étant vraiment une zone d'écrasement pour
pour ces espèces-ci. Il y a également sur le territoire, notamment dans le cadre des espaces naturels sensibles ou encore d'autres mesures agro-environnementales, des plantations de haies, des modes de gestion écologique aussi, parce qu'on parle souvent de quel aménagement on crée, mais il faut aussi dire le quotidien, l'entretien courant de tel ou tel milieu peut avoir un impact bénéfique ou négatif sur la biodiversité. Donc la rénovation urbaine, on y travaille avec les bailleurs sociaux par exemple, pour intégrer des gîtes dans les bâtiments qui font l'objet de la pose d'un isolant de 20 cm qui va souvent obstruer toutes les cavités naturelles ou artificielles. Mais cela étant, là, les oiseaux étaient là et ils avaient cohabité avec nous, donc à nous de continuer à les accueillir. Très bien. Marc Bourgeois, on va y revenir tout de suite finalement. Est-ce que vous pouvez nous parler des adéquations entre prévision de prod de logement et les zones à urbaniser? Tout à fait. Donc, je vous montrais juste précédemment comment on spatialisait un petit peu ces réseaux écologiques. Le problème, c'est qu'ensuite, il faut réussir à décliner ça à l'échelle d'un territoire. Alors, si avant, je vous ai montré des exemples de réseaux, c'était la commune de Marnay, je crois. Ici, on est sur Besançon. Sans rentrer dans le détail de la conception de la carte, on a des zones plus ou moins rouges et des zones plus ou moins blanches. Quand les zones sont rouges, ça veut dire qu'on a une forte perte de connectivité écologique sur une simulation d'urbanisation. J'avais simulé de l'urbanisation, mettons qu'on va urbaniser dans telle zone, voilà, qu'est-ce que ça donne. Donc on se rend compte que quand on urbanise à un endroit, ça a des impacts qui peuvent être beaucoup plus éloignés que ce que l'on pense. Ce n'est pas uniquement la construction de la maison sur place qui va avoir l'impact, c'est des impacts qui peuvent être sur, ça va dépendre des espèces, mais sur plusieurs dizaines de mètres, centaines de mètres, plusieurs peut-être même kilomètres. Donc en fait, on se retrouve avec quelque chose qui est difficilement perceptible. C'est-à-dire que quand une commune décide d'ouvrir une zone à l'urbanisation, même si cette zone n'est pas une zone humide protégée, remarquable, etc., il se peut que cette zone soit un élément important du réseau écologique et que donc ce ne soit pas forcément la zone la plus judicieuse à urbaniser, par exemple. Ce que je voulais surtout dire, c'est qu'en fait, les préconisations que l'on pourrait faire, je dis que l'on pourrait parce que là, on est dans la modélisation informatique, mais ça nécessite évidemment d'être paramétré à l'aide des acteurs de terrain, à l'aide des élus, et ensuite de discuter, de voir ce qui est vraiment faisable. Il y a la partie théorique, mais ensuite la partie pratique, on sait très bien qu'il y a d'autres logiques, des logiques de disponibilité du foncier, des logiques de développement économique des communes, des logiques d'aspiration des habitants à vivre dans tel endroit plutôt que dans un autre, mais on peut peut-être être en mesure de faire des préconisations sur, par exemple, vous avez plusieurs zones qui sont à urbaniser dans le PLU de la commune, et on peut peut-être être en mesure de dire urbanisons peut-être plutôt d'abord celle-ci plutôt que celle-ci. Vous voyez, ce n'est pas forcément dire il ne faut rien faire parce qu'on sait très bien que les communes ont besoin de se développer économiquement, les gens ont besoin de place pour habiter. On ne peut pas aller à l'encontre de ça, mais on peut essayer de mitiger, de compenser peut-être, d'éviter si possible certains impacts en insistant par exemple en disant que sur cette zone-là, on va peut-être éviter de faire tel projet qu'on préconiserait par contre de faire ailleurs. Alors évidemment, des fois, sur une même commune, ça peut poser problème parce que la commune en elle-même va être dans une zone d'intérêt écologique, alors que celle d'à côté ne va pas l'être. C'est pour ça que ce genre de réflexion doit plutôt se réfléchir à l'échelle de l'intercommunalité, voire même à un niveau supracommunal, comme le SCOT, évidemment. On ne peut pas forcément se permettre de dire, voilà, dans telle commune, il faut tant d'urbanisation, dans l'autre, il en faut tant. Il faut plutôt essayer de voir ça de manière globale et voir s'il y a des zones qui pourraient être plus intelligentes à développer que d'autres. Et on se rend compte, en termes d'urbanisation, moi j'ai fait des petits tests dans l'ouest lyonnais, je me suis rendu compte qu'en termes de prévision des logements dans les schémas de cohérence territoriaux et en termes de disponibilité foncière dans les zones à urbaniser, on n'avait pas forcément une adéquation. C'est-à-dire que dans certains cas, le SCOT va prévoir, 20 000 logements par an pour tel interco, et on va avoir très peu de zones à urbaniser ouvertes dans les PLU. Et inversement, on va avoir des communes avec un nombre de zones à urbaniser dantesque, alors que finalement, on prévoit très peu de logements. Et donc, cette adéquation,
et doit être travaillé, je pense, au moment de la révision des SCOT et intégrer justement ces zones à urbaniser dans un effectif raisonnable par rapport à ce qu'on attend en termes de logement. Et si on peut les placer judicieusement en termes de préservation des continuités écologiques, c'est encore mieux. Je vous sens bien concerné, mais- évidemment, Jean-Paul Michaud. Totalement, et en plus totalement en accord avec ce qui vient d'être dit, bien sûr. Oui. Moi, je suis convaincu qu'on doit réfléchir à l'échelle d'un grand territoire par rapport... donc on a parlé d'habitat, mais il y a aussi l'activité économique qui est aujourd'hui importante aussi. On doit développer de l'emploi pour que, effectivement, les gens puissent vivre. Et donc, ça a un impact aussi important sur la biodiversité. Ça amène pas mal de questions sur, finalement, l'extension. Moi, j'ai l'impression que l'extension humaine, finalement, du nombre d'humains est responsable quand même en partie de cette perte de biodiversité. Et alors, c'est peut-être... Parce que l'humain est décisionnaire, donc forcément... voilà, ça a un impact. alors c'est peut-être pas très politiquement correct de le dire comme ça, mais bon, il y a un moment donné, cette question se pose. Parce que effectivement, à travers l'aménagement du territoire, on peut être plus vertueux, on peut faire mieux. Mais est-ce que ça passe des limites aussi? Et donc, où sont ces limites? Oui, je pense qu'il faut faire un gros travail de communication pour justement allier les deux. Didier Aubry. Oui, je pense que, comme le disait Jean-Paul, c'est le rôle des élus, effectivement, de tout faire, notamment au niveau de l'urbanisme, parce que nous, on est effectivement placés dans ce domaine-là, pour limiter justement l'impact défavorable. Et aussi de créer justement des espaces qui vont permettre de sauvegarder cette biodiversité. On a la possibilité dans nos PLU de faire ce qu'on appelle des espaces protégés. Par exemple, sur notre commune, on a créé un îlot de sénescence au niveau de la forêt, qui justement, c'est une forêt un peu primitive, sur laquelle on n'intervient pas. Et des fois, le plus difficile pour nous élus, c'est de convaincre des fois les collègues qui sont autour de nous au niveau du conseil, qui n'ont pas justement la même approche parce qu'ils n'ont pas le même vécu, si vous voulez. Et notre rôle, c'est pour ça que ce genre d'émission-là est extraordinaire, parce qu'elle va permettre effectivement de diffuser un petit peu ces problématiques-là de perte de diversité et surtout d'essayer de proposer des solutions. Conserver des vignes, conserver des vergers. Moi, je vois, j'ai des collègues voisins sur les communes d'à côté. Il y a un espace naturel sensible à Etrabogne. Il y a une vigne sur ma commune. Il y a sur la commune d'à côté, il y a des vergers conservatoires justement où les enfants peuvent aller voir. Il faut commencer dès le plus jeune âge, c'est-à-dire effectivement, si dans toutes nos écoles on avait des jardins pour que les enfants puissent apprendre à observer, à être attentifs, à reconnaître, à respecter, eh ben, ça sera un plus énorme. Et nous, élus, on est là pour que toutes ces petites graines-là, toutes ces pousses-là, puissent germer et donner cet élan. Ça sera une partie de la réussite. Effectivement. Et justement, pour terminer, Anne-Caroline Prévost, qui est toujours avec nous en duplex, dites-nous, Anne-Caroline, que dire de la nature en ville? Est-ce que vous avez des exemples d'études d'espaces verts urbains? Est-ce que vous avez des suggestions de ce que vous appelez désectoriser les gouvernances? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, justement, je pourrais rebondir sur la dernière intervention. Alors, je suis entièrement d'accord avec monsieur pour dire que c'est important d'avoir, par exemple, de commencer de sécuriser, comme vous l'avez dit, des petits patchs et à l'échelle très locale, et donc de faire de la gestion qu'on pourrait appeler gestion différenciée pour certains espaces verts, par exemple. C'est aussi très fondamental de laisser des endroits, de donner des endroits d'exploration pour les enfants, je dirais aussi pour les adultes. Je pense que les adultes aussi, pour certains, ont très envie d'avoir beaucoup d'espaces d'exploration. J'irai plus loin en disant que ces espaces-là, notamment pour les enfants, et je vais donner quelques exemples, pourraient aussi être, et c'est là où on peut désectoriser les enjeux, pourraient être aussi des espaces de jeu libres, par exemple, ou des espaces que les enfants pourraient exploiter avec des imaginaires ou des façons de faire qui n'ont pas été pensées pour eux,
par des adultes. Donc, par exemple, j'ai donné une conférence il y a 2 ans à l'Assemblée générale de Plantécité, que vous connaissez sans doute, qui est un ensemble, je crois que c'est un comité technique pour les agents des espaces verts et des collectivités locales. Et donc, une des personnes présentes à ce moment-là m'avait dit qu'il y a quelques années avant, il avait participé à la construction d'un écoquartier et que dans cette construction, il y avait un espace de jeu qui était prévu pour les enfants et qu'ils avaient vu à l'usage assez rapidement que les enfants délaissaient un peu cet espace de jeu pour aller jouer dans un petit bois, un petit bosquet qui était un peu sauvage, en tout cas qui n'avait pas été prévu pour, à côté de l'espace de jeu. Comme c'était dangereux, ils ont interdit le petit bois d'accès. Je ne sais pas s'ils l'ont rasé, mais en tout cas, les enfants n'avaient plus le droit d'y aller. Alors, moi, voilà. Et donc, il me dit, bah ouais, mais c'est ennuyeux parce que ça, on l'a fait pour des raisons de sécurité. Et on a bien vu que les enfants, en fait, ils préféraient aller jouer dans ce bois plutôt que dans les espaces et dans les plaines de jeux. Vous savez, les jeux qui sont déjà bien designés, tous pareils dans le monde, là, pour que les enfants puissent jouer. Donc ça, c'est un exemple actuel. Quand on en a parlé, il y a une autre personne qui était présente à cette réunion qui a dit, ah ben oui, mais moi, c'est pareil. Dans mon espace communal, il y avait un arbre qui menaçait de s'effondrer. Enfin, en tout cas, on pensait qu'il menaçait de s'effondrer, qui était vieux. Et donc, on l'a tué. Oui, on a fini de le tuer, on l'a abattu parce que les enfants grimpaient dessus et que c'était dangereux. Et puis, un autre exemple aussi, mais je pense que là, pour le coup, vous en avez plus que moi, dans une cour d'école, a été un pied d'arbre ou un espace où il y avait un peu de terre et un peu d'herbe dans la cour où les enfants de maternelle allaient jouer. Bah, ça a été bétonné et parce que c'était dégueu et que les enfants y rentraient avec des chaussures sales et que c'était vraiment ennuyeux pour l'intérieur de l'école. Et voilà, donc ça, c'est des exemples récents. Alors, moi, je dis, OK, c'est très bien, on peut penser les secteurs, les enjeux différemment. Donc, il y a des espaces pour la biodiversité, il y a des espaces pour le jeu, il y a des espaces pour la contemplation, il y a des espaces pour les enfants, des espaces pour les adultes, pensés souvent par des adultes, etc. Mais dans ces cas-là, quid de l'équité sociale, c'est-à-dire en gros du fait de prendre en compte qu'on est tous très différents dans nos façons d'entrer en relation avec les autres et avec la nature, et qu'on n'a pas tous les mêmes façons de faire, les mêmes envies, les mêmes volontés. Voilà. Et que du coup, si on a toujours une seule façon de voir la place de la nature, ce qu'on doit y faire, comment on est en sécurité, comment on joue, comment on apprend, comment machin, eh ben, c'est un peu compliqué de parler de diversité des usages et de diversité de l'équité sociale. Voilà. J'ai peut-être encore un peu de temps pour raconter l'exemple d'un travail d'une de mes anciennes doctorantes qui avait comparé les gouvernances des espaces verts de 2 capitales européennes qui étaient Paris et Berlin. Et donc, c'était dans les années 2010. Donc, l'étudiante, elle s'appelle Zina Skandrani. Et elle avait interrogé les gestionnaires urbains et puis été voir les plans biodiversité de ces 2 villes qui existaient et puis comment étaient aménagés les parcs urbains. Et elle a montré que les plans biodiversité étaient à peu près les mêmes en fait, entre Paris et Berlin. Donc avec deux gros objectifs. Le premier qui était de préserver et d'augmenter la nature en ville, la biodiversité en ville. Puis le deuxième qui était de sensibiliser et d'éduquer les habitants, ou en tout cas de leur donner accès à cette nature. Mais la façon de mettre en œuvre ces 2 plans était finalement assez différente. Parce qu'à Berlin, alors évidemment, c'est compliqué de comparer Berlin, qui est très étendu, qui est beaucoup moins vieux et avec une histoire différente en tout cas de Paris, qui est beaucoup plus petit, etc., plus condensé, plus dense. N'empêche que, dans des parcs urbains à Berlin, les parcs étaient tous ouverts, co-gérés par les riverains. Il n'y avait pas d'interdiction. Je crois que la seule interdiction, c'était de faire du naturisme. Et voilà. Alors que dans les parcs à Paris, les parcs urbains, à l'époque en tout cas, ils étaient fermés la nuit, ils étaient gardés, il y avait des gardes, il y avait des espaces qui étaient interdits d'accès pour que la biodiversité puisse être tranquille, puis des espaces de jeu, des espaces de promenade, des espaces de repos, etc. Donc en fait, c'était 2 façons très différentes d'accéder à un même objectif. Et c'est ça un peu qui me questionne sur le fait qu'on pourrait finalement garder dans nos nouvelles gouvernances un triptyque qui soit composé des 3 éléments suivants. D'abord, la nature ou la biodiversité. Elle est riche, elle est très diversifiée en espèces, elle a une dynamique qui est indépendante des humains, elle n'a pas besoin de nous et on n'a pas besoin de la contrôler.
elle n'a pas besoin de perfusion, elle n'est pas notre ennemi, elle n'est pas notre ennemi, enfin voilà, elle est imprévisible. Donc ça, c'est quelque chose vraiment à garder en tête, à mon avis, tout le temps, dans toutes nos réflexions collectives. Le deuxième pilier de ce triptyque, c'est les individus, donc les habitants, les habitantes, les hommes, les femmes, les enfants, qui ont tous, on a tous des expériences de vie en relation avec la nature qui sont extrêmement variées. Elles sont à la fois cognitives, donc dans la tête, dans la connaissance, mais elles sont aussi sensibles, elles sont émotionnelles, elles sont collectives ou individuelles. On a plein de mémoires, de souvenirs, de choses comme ça. Et donc, faisons en sorte que ces expériences, elles soient autant d'opportunités pour apprendre sur cette nature, sur les relations qu'on a avec elle et sur la façon qu'on a de construire un futur avec elle. Et puis le troisième triptyque, le troisième pilier de ce triangle, c'est les sociétés, les institutions, les gouvernances locales, qui peuvent mettre en œuvre en fait, ces nouvelles façons de gérer et de se construire ensemble, de gouvernance transformative, qui vont prendre en compte les diversités, à la fois de la nature, donc la biodiversité, mais aussi des individus et des groupes sociaux dans la façon qu'on a de rentrer avec elles, en contact avec elles. Voilà. Et je pense que dans ces cas-là, on pourra peut-être essayer de construire des chemins, enfin commencer à construire des chemins ou à aller dans des nouvelles voies qu'on ne connaît pas encore. Je suis incapable de vous dire où on va aller parce que personne n'en sait rien. Mais en tout cas, là où on va, c'est pas soutenable. Donc, je propose d'essayer de changer des choses. Effectivement, on a tous un rôle à jouer. Merci beaucoup, Anne-Caroline. Il va être temps de répondre justement aux questions sur cette fin d'émission, parce qu'il y a eu beaucoup de réactions sur tous vos témoignages. Et merci à tous, d'ailleurs, pour cette intervention. Peut-être que vous aimeriez réagir avant que nous passions au questionnaire, Didier Aubry ou Jean-Paul Michaud. Moi, c'est la conclusion qui a été faite, c'est tous acteurs, finalement. Oui. Et je crois que c'est vraiment important qu'on soit effectivement tous acteurs. Vous avez parlé de la sensibilisation des jeunes enfants, toi tu en avais parlé Didier. Je crois que c'est vraiment un élément essentiel. Toutes les actions qui peuvent être entreprises, certainement au niveau de l'éducation, sont nécessaires. Surtout que vous avez parlé d'inégalité aussi, et ça c'est quelque chose qui est important. Je prends un exemple, mes enfants qui ont habité dans un village avec la nature à proximité, ils n'ont pas la même sensibilité à la nature que des gens qui ont grandi dans des espaces qui sont très urbanisés. Et donc, effectivement, il faut donner l'occasion à ceux qui sont moins chanceux de connaître, et ça va leur permettre aussi, à travers ces sensibilités-là, effectivement d'être acteur après, parce que quand on ne connaît pas, on peut rien faire, on fait rien et on ne peut rien faire. C'est sûr. Alors justement, plusieurs questions à vous poser. La première pour vous, Anne-Caroline. Donc Anne-Caroline nous a dit que les causes de la perte de biodiversité étaient principalement dues à l'étalement urbain, mais également aux pratiques agricoles. Peut-on en déduire qu'il y a un lien direct entre la politique agricole commune et cette perte de la biodiversité ? Donc, ce que je vous ai dit, c'est les rapports de l'IPBES qui sont des rapports au niveau mondial. Et donc, ce rapport en lui-même ne descend pas au niveau régional, et donc notamment pas au niveau européen. En tout cas, moi, je n'en ai pas connaissance s'il défend, et je ne suis pas du tout spécialiste de ça, donc je n'ai fait que citer ce que j'ai lu, et je ne voudrais pas aller plus loin là-dedans. D'accord. Mais si vous voulez, je peux me renseigner, mais pour l'instant, je ne réponds pas à cette question. Merci beaucoup. Deuxième question. Quelles formes de villes sont plus aptes à maintenir la fonctionnalité des réseaux écologiques? Alors, qui voudrait répondre à cette question? Marc? Alors, ça tombe plutôt bien puisque le sujet de ma thèse était l'impact écologique des formes d'urbanisation. Donc j'ai travaillé un petit peu là-dessus. Alors, pour vous faire rapide, j'avais montré en fait que plus la ville était compacte et dense, plus les réseaux écologiques étaient maintenus. C'est-à-dire le pire, en fait, c'est de l'étalement urbain, du morcellement de maisons individuelles dans des petits hameaux à l'extérieur des communes. Et le mieux, c'était de l'urbanisation dense. Mais attention, il y a dense et dense. Ce que je préconisais, les tests que j'avais faits dans ma thèse, qui étaient encore une fois des tests théoriques, montraient qu'il fallait que ce soit dense, mais il fallait quand même laisser un petit peu d'espace vert. On en a parlé tout à l'heure, de l'importance de la nature en ville. Le problème, c'est que ma zone d'étude pour la thèse, ce n'est pas un problème bien sûr, mais c'était l'aire urbaine de Besançon. Donc la zone
urbaine dense était quand même somme toute assez limitée. C'est-à-dire que finalement mes résultats sont beaucoup plus valables pour des zones périurbaines, voire rurales. Donc ce que je trouvais effectivement, c'est que plus on étalait, plus on fragmentait et plus on morcelait les réseaux écologiques. Première chose. Deuxième chose, l'étalement urbain causait une augmentation de trafic routier potentiel qui était dans certains cas plus importante que la seule construction de la maison individuelle au niveau de l'impact. Je m'explique, en fait j'ai fait des tests, j'ai imaginé, je construis une maison à un endroit, les gens restent dans la maison, on voit ce que ça fait, ils ne bougent jamais de la maison. Autre test, les gens achètent un terrain, ils vont tous les jours voir leur terrain, mais il n'y a pas de maison. On voit ce que ça fait au niveau du trafic, déplacement domicile-travail par exemple. Et donc on se rend compte, alors l'impact n'est pas lisse, mais pour certaines espèces, elles sont beaucoup plus sensibles au trafic qu'à la construction de la maison. Et pour d'autres espèces, c'est la construction, la consommation d'espace qui fait que ça va leur causer plus d'impact. Donc en fait, d'une manière générale, c'était quand même les espèces qui se déplacent peu étaient plus sensibles à l'impact de la maison. Et les espèces qui se déplacent plus étaient plus sensibles à l'impact du trafic puisqu'elles avaient des plus grandes capacités de déplacement. Mais globalement, ce qu'il apparaît, c'est qu'il semble être mieux d'avoir une politique d'urbanisation dite de dents creuses, où on va éviter d'urbaniser en extensif, on va essayer de conserver la forme des villages, des villes telles qu'elle est, en essayant d'urbaniser un petit peu à l'intérieur des zones qui restent libres. Mais attention, il ne faut pas toutes les urbaniser puisque ces zones ont d'autres fonctions qui peuvent être des fonctions récréatives, qui peuvent être des fonctions de parcs urbains, qui peuvent être des fonctions de refuge pour de la biodiversité intra-urbaine, mais sur des villages ruraux, on est quand même moins sur cette problématique de biodiversité à l'intérieur des villages, c'est certainement un petit peu moins important que si l'on est dans une grande ville comme à Lyon ou à Paris par exemple. Donc, plutôt préconiser une urbanisation relativement dense, avec des parcelles moins grandes, plutôt en cœur de village qu'en extensif. Donc globalement, on évite les constructions de gros lotissements aux entrées de ville ou aux entrées de village et évidemment les extensions de grandes zones commerciales qui prennent évidemment beaucoup d'espace. On favorise dans ce cas la relocalisation des commerces de proximité au centre-bourg et au centre-ville. Et on favorise de l'urbanisation également plutôt dans les villages pour favoriser également la vie de village, le tissu associatif et tout ce qui va aux alentours, puisqu'on sait très bien que quand les gens habitent loin, ils vont plus avoir tendance à prendre leur voiture pour tout faire, à aller au centre commercial plutôt que d'aller dans les commerces de centre-ville. C'est un tout en fait. C'est une éducation aussi voilà, à revoir. Ça. Mais on est plutôt quand même sur de l'urbanisation plutôt dense, mais modérément dense. Et justement, vient une question ensuite. La ville compacte est-elle vraiment la forme de ville la plus souhaitable ? Du coup, ça dépend pour qui. Voilà. Ça dépend pour qui. Pour des animaux qui vont avoir besoin de grands déplacements, il vaut bien mieux que la ville soit compacte, puisqu'elles vont pouvoir la contourner sans faire le plus de détours. Mais pour des espèces qui vont vivre vraiment en milieu intra-urbain, c'est moins bien d'avoir une ville compacte. Mais on peut imaginer une ville compacte qui soit modérément dense, avec des immeubles pas trop hauts, des toitures végétalisées, des interstices verts, et surtout des modes d'exploitation, enfin des modes plutôt d'entretien, je dirais, des espaces végétalisés qui soient respectueux de la biodiversité, en évitant d'utiliser des pesticides, etc. Et surtout en essayant de mettre des espaces verts qui soient favorables à la biodiversité, puisqu'on fait beaucoup de verdissement pour le bien des humains, c'est très bien, ça réduit le de chaleur urbain, ça a des fonctions récréatives, esthétiques, mais il est également possible d'avoir des choses qui sont peut-être un petit peu moins belles, mais un peu plus utiles pour la biodiversité. C'est tout est une question de compromis. Voilà. Encore quelques questions, encore 3 questions nous ont été posées. Alors, quelles sont les actions prioritaires qu'il faudrait assez rapidement engager sur notre territoire et quels conseils donneriez-vous aux élus locaux pour limiter et intégrer la nature dans nos futures constructions ? Alors, qui voudrait prendre le sujet de cette question ? Anne-Caroline, peut-être ? Je suis incapable de répondre pour Besançon. Mais par contre, d'une façon générale,
Je ne sais pas, si on discuter avec les principaux intéressés et des gens de milieux ou avec des objectifs ou des enjeux différents. Donc, et puis à ce moment-là, je suis sûre que l'intelligence collective va jouer et que vous arriverez à trouver quelque chose de pratique. Je pense que Didier Aubry a peut-être déjà une idée. Oui, en fait, moi ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on est tous responsables. C'est-à-dire que nous, élus, on est responsables, mais également, chaque personne qui va construire peut, avec ses moyens, le faire. Exemple, vous construisez, plutôt que de faire une haie de thuya avec une seule espèce, une mono-espèce, quoi vous allez faire? Vous allez planter une haie si vous, effectivement, vous voulez être un petit peu entouré d'arbres locaux et d'arbres surtout des essences différentes. Vous allez pouvoir prendre une dizaine, voire une quinzaine d'espèces différentes qui vont fleurir à des moments donnés, à des moments différents, qui vont héberger différents types d'insectes aussi différents, etc. C'est-à-dire que chacun, à partir du moment où il a compris qu'effectivement il peut faire quelque chose, eh ben, il faut le... Mais ça veut dire que ça passe effectivement par... faut que nous, élus, on transmette un peu, quand quelqu'un vient faire un permis, on va lui dire qu'on va l'orienter plus ou moins vers justement ce type d'implantation. Également, la biodiversité pour nous, au niveau élu, c'est par exemple faire en sorte que nos cours d'eau ils soient propres, donc c'est l'assainissement. Alors ce n'est pas de l'urbanisme, c'est aussi l'impact. Quand on fait nos plans forestiers, faire en sorte que de planter non pas des épicéas comme ça s'est fait dans les années 50, mais effectivement avoir des politiques d'implantation d'espèces très différentes. C'est des choses simples et ça on peut tous le faire dans chacune de nos communes. Effectivement, je pense que les gens, faut responsabiliser les gens. Enfin, il y a une part qui est politique, une part qui est citoyenne, on va dire, pour les gens, puisque la personne qui va acheter un terrain, va acheter le terrain qui est disponible à la vente, qui est urbanisable. Si ce terrain est urbanisable, on ne peut pas tenir la personne responsable que son terrain va être sur une zone humide ou va couper un corridor écologique, c'est trop tard. C'est au préalable qu'il faut réfléchir à ça dans les documents de planification. Et ensuite, par contre, effectivement, sensibiliser les gens à l'entretien de leur terrain, à faire ce qu'il faut pour que ce soit bien, mais c'est une bonne chose également. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas non plus demander aux gens vous cherchez un terrain, il y a un terrain qui est en vente, c'est pas aux gens de se renseigner, de savoir si ce terrain est bien pour la biodiversité, enfin si on l'urbanise, si c'est pas trop grave ou des choses comme ça. Et donc effectivement, je pense qu'il y a une partie politique en amont qui est très importante, et après de formation, d'éducation à la nature qui est importante par la suite. Et du coup, je pense que la priorisation, elle doit se faire au niveau des décisions politiques, au niveau des experts qui vont aiguiller mais aussi toute la force va venir des individus aussi et des colibris. Et ça tombe bien, les colibris, c'est un groupe d'espèces. Et donc, chaque individu va pouvoir prendre une direction et se faire épauler par son environnement, son écosystème, que sont les élus, que sont les associations naturalistes, les chercheurs, pour aller chercher là où il est inspiré aussi. Parce que si ça ne vient pas profondément de soi, eh bien, le résultat ne sera pas là. On est bien d'accord. Alors, oui, dites. Si je peux me permettre. Alors, moi, j'ai une formation de paysagiste. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai cette sensibilité-là, sans doute. Et j'ai une entreprise de paysage. Et aujourd'hui, avant, quand j'ai fait l'école, on était réellement des acteurs du végétal. On apprenait énormément le végétal. C'était vraiment, on construisait notre métier autour du végétal. Aujourd'hui, on est devenus, nos métiers, des maçons. Donc, c'est quelque chose que moi, je vois quotidiennement. Et je crois aussi qu'il y a cette notion-là de dire, comme vous le disiez, c'est en rapport avec la ville où il pousse entre guillemets, des mauvaises herbes. C'est-à-dire le jardin, il n'y a pas besoin non plus qu'il soit tout nickel, qu'il soit tout agencé, tout soit carré, etc. Il y a certainement aussi ce besoin naturel. Et aujourd'hui, on compose de plus en plus des choses qui ne le sont pas. On minéralise de plus en plus. On fait des terrasses, on fait des murets,
on fait des allées qui sont avec différentes techniques de matériaux où on imperméabilise, etc. Et je pense qu'il y a peut-être aussi cette façon, il y a peut-être aussi resensibiliser les gens, effectivement, quand ils viennent nous voir dans les communes, peut-être leur dire, voilà, les aiguiller, leur dire, vous pouvez peut-être travailler dans un esprit un petit peu différent. Et puis, moi je dis souvent aux gens que je rencontre, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir des haies partout autour de votre maison qui clôt tout, qui assombrissent, etc. Il suffit, bon déjà on passe pas dans notre région, on passe un petit peu de temps à l'extérieur, mais pas totalement. Donc un masque pour se protéger, effectivement avoir une intimité, à un moment donné c'est intéressant, tout chlore, ça l'est peut-être pas. Voilà. Tout, ouais. Juste milieu. Je reviens encore là-dessus, mais c'est un petit peu ça. Il faut réfléchir et essayer que tout le monde trouve sa place. Il nous reste 4 à 5 minutes encore pour répondre à 2 questions. Hein, oui. Je suis bavard. mais c'est bien. Non, mais c'est très très bien. Ne vous excusez pas. Alors, autre question. Ça va vous concerner justement. Est-ce qu'il y a une échelle territoriale à laquelle il faudrait prioritairement agir? Le SCOT est-il à la bonne échelle d'action? Alors, en matière de déplacement, aujourd'hui, je prendrai cet exemple-là, sans doute pas. Vous avez parlé de l'éloignement qui est cause, effectivement, on construit des infrastructures pour répondre à l'éloignement, on a de plus en plus de voitures, etc. Donc l'échelle du bassin aujourd'hui du SCOT, elle est certainement pas suffisamment grande. Après, on a moyen de travailler avec les territoires voisins, par des biais d'Interscot, par des biais qu'on doit trouver et certainement qu'on doit développer. Mais c'est vrai qu'on doit raisonner à l'échelle aujourd'hui davantage d'un bassin d'emploi, puisque c'est finalement l'emploi qui conditionne beaucoup de déplacements. Et je crois que il y a eu peut-être quelque chose qui a été loupé à un moment donné par l'État dans la définition des territoires de SCOT. Certainement qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Très bien, merci pour votre réponse. Et dernière question pour clôturer cette belle émission, cette belle initiative. La population souhaite agir en faveur de la biodiversité et en même temps, cette même population souhaite toujours résider en maison individuelle au plus près de la nature. Comment peut-on gérer ces contradictions? Je pense qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Oui, Marc. C'est pas évident, parce qu'évidemment, si on veut résider proche de la nature, il faut quelque part détruire un petit peu de part de nature quand on construit une maison individuelle. Mais je pense que tout n'est pas antinomique. Je pense qu'on peut, comme on le disait tout à l'heure, avec un entretien, déjà en ayant des zones à urbaniser qui soient raisonnablement choisies, tant en qualité qu'en quantité, c'est-à-dire pas doubler les populations de certains villages, ça devrait plus faire, à mon avis, comme ça s'est fait pendant les dernières années. Et ensuite, essayer que les gens, au moins qui résident dans des maisons individuelles, soient au moins sensibles à la nature, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas non plus juste spectateurs, qu'ils soient acteurs également, qu'ils entretiennent leur jardin, qu'ils soient responsables, qu'ils soient en communion avec la nature et qui, de par leur pratique quotidienne, ne nuisent pas encore plus à la biodiversité. Mais évidemment, le mieux, ce serait que tout le monde soit concentré au même endroit et que la nature soit vierge de tout individu. Mais c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Et l'homme, on a besoin, comme je le disais avant, on a besoin d'être avec la nature et pas contre la nature. Donc, il est normal que des gens aient envie d'être proches de la nature. Il est souhaitable aussi de les accompagner pour le faire au mieux. Après, je pense qu'il y a peut-être des compléments à ma réponse qui peuvent se faire. Peut-être un dernier mot pour conclure, peut-être Anne-Caroline, sur cette interrogation. Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit par Marc et par tout le monde. Effectivement, je pense qu'on a tous un rôle, tous et toutes, possibilité de jouer un rôle pour accepter la biodiversité et la nature autour de nous. Moi, je dirais plutôt ça. Et alors, ce qui est intéressant, en fait, par rapport à la biodiversité, par rapport au climat, ce que je trouve intéressant et peut-être assez positif,
c'est que contrairement au climat, la biodiversité, dès qu'on fait une action localement ou qu'on arrête de la détruire localement, elle revient localement, là où on a agi ou arrêté d'agir. Et ça, c'est très différent par rapport au climat où on a beau essayer de faire des trucs, tant que le monde entier n'aura pas fait des trucs, ça ne changera pas, ou moins bien. Alors que là, quand on agit sur son terrain et dans son jardin, on arrête de faire des pratiques contre la biodiversité, la biodiversité, elle revient. Alors, évidemment, toute la biodiversité revient, pas uniquement les espèces qu'on a envie d'avoir. Et peu importe, hein, on peut avoir... c'est aussi très intéressant d'avoir une diversité d'espèces animales et végétales dans son jardin. Et donc ça donne quand même un aspect un peu positif et un peu d'espoir là-dedans. C'est qu'on va y arriver, on peut y arriver. Et on peut y arriver localement à différentes échelles, à la fois au niveau du jardin privé, mais aussi de la commune, de l'agglo, de machin, et jusqu'à très très loin, quand on veut. Voilà. C'était mon message d'espoir de la fin. Eh ben, c'est parfait. Je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux. Merci beaucoup Anne-Caroline. Merci à tous pour votre disponibilité, pour cette émission. Voilà, il est temps de terminer et de se dire au revoir. Juste un dernier mot. Oui. La dernière question que vous avez transmise, elle est intéressante parce que notre prochaine émission, elle va être sur les formes urbaines, justement. Exactement. Et donc, c'est bien qu'elle ait été posée et qu'elle introduise finalement la suite de ces 3 émissions, effectivement. Donc, les formes urbaines, ça sera le thème de la prochaine émission. Donc, le SM Scott vous donne donc rendez-vous mardi prochain. Voilà, sortez vos agendas mardi prochain, donc le 1er juin exactement à 17h pour les formes urbaines, donc avec une nouvelle équipe d'experts. Merci à tous et très bonne soirée. À bientôt. Merci.